Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, la passionnée d'alpinisme que vous êtes, a multiplié les exploits qui donnent le vertige. Vous publiez un livre où vous défendez une autre forme d'ascension, celle de la femme, un combat qui va vous faire grimper, mais dans les estimes. Bonjour Marion Poitvin. Bonjour. Alors, ce livre, Briser le plafond de glace, dans la collection Guérin aux éditions Paulsen, c'est votre parcours, un parcours totalement atypique d'alpiniste, de passionné. Et ce parcours, on va le raconter à travers ce livre qui sort et à travers des dates clés. Alors, les dates clés, quelquefois, vous correspondent, mais pas toujours. Exemple, 24 mai 1949, ça ne vous concerne pas, mais c'est la sortie d'un livre qui s'appelle Le deuxième sexe, et je crois que ce livre a une importance pour vous. Simone de Beauvoir. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une citation qui est dedans, on ne naît pas femme, on le devient. Et ça, c'est dans votre livre, c'est pour vous, c'est presque une maxime. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ce cheminement de réaliser un petit peu la place de la femme, où on en était dans le monde de l'alpinisme, ça m'a pris une bonne vingtaine d'années, ouais, exactement. Et alors, il faut savoir que Simone de Beauvoir, elle cherchait à faire un livre en 47. Elle demande à Sartre sur quoi je pourrais parler. Et Sartre lui dit, tu aurais parlé de la femme, de la position de la femme. Personne n'en parlait à l'époque. Et ça a donné ce livre. C'est assez étonnant. Alors, vous, votre parcours a commencé à l'école, où vous aviez un défaut. Je crois, Marion Poitvin, vous étiez plus grande que les autres. Non, j'étais pas plus grande. Mais c'est vrai qu'en classe de 4e, j'imagine que vous voulez parler de cette anecdote, ouais. Je me suis fait la réflexion. En 4e, moi, j'étais grande, c'est-à-dire j'avais fait ma poussée. Voilà, j'étais presque à ma taille adulte, un petit peu moins musclée. J'étais réglée, j'étais formée. Et puis, je me disais, en cours de gym, en cours de sport, je me disais, c'est pas très cool pour les gars qui sont dans ma classe, qui n'ont pas encore fait leur poussée de croissance, parce qu'il y en a qui vont grandir seulement en seconde ou en première, et qui m'arrive encore à l'épaule. On va pas se cacher, les garçons de ma classe en 4e, ils étaient pas très intéressants, hein, désolé les garçons. Mais... Et je me disais, mais c'est pas cool pour eux, parce que pour avoir la même note en sport, ils doivent courir plus vite que moi. Autant dire qu'ils ont aucune chance. Oui. Et je me disais, c'est pas très sympa pour eux, mais en fait, le message que j'ai compris bien plus tard et qu'on veut nous faire passer, c'est que de toute façon, que tu sois grande, petite, noire, blanche, formée, pas formée, de toute façon, ton barème, il sera plus facile parce que t'es une femme, et que de toute façon, parce que les femmes sont moins fortes que les garçons physiquement. Oui, mais résultat, vous courriez plus vite que les autres. Je courais plus vite qu'eux, mais j'avais quand même un barème facilité, ce que je trouvais finalement pas très équitable envers les hommes qui n'étaient pas forcément sportifs, ni entraînés, ni d'ailleurs ni formés d'ailleurs. Alors, Marion Poitvin, ça se passe tout ça à La Roche-sur-Foron, c'est en Haute-Savoie, c'est 10 000 habitants, je crois, La Roche-sur-Foron. Oui, à l'époque c'était 10-15 000 habitants, maintenant c'est un petit peu plus grand, c'est la cité d'Ortor de Genève, ouais. Mais oui, c'est au pied des montagnes. Et vous êtes ce qu'on appelle une catareux à l'époque, c'est le surnom qu'on donne aux habitants de La Roche-sur-Foron. J'ai vu ça sur internet, oui. Ça, vous ne saviez pas. Et il y a quelqu'un aussi qui est né à La Roche-sur-Foron, c'était Jean Berthelat. Ça vous dit rien? Non. Eh bien, Jean Berthelat, c'est celui, quand Brassens est mort, qui a repris toutes les chansons inédites de Brassens et qui les a enregistrées. Et comme celle-ci, par exemple. Imitant Courteline, un sceptique notoire, manifestant ainsi que l'on me désabuse. C'est du Brassens, mais par Jean Berthelat, de La Roche-sur-Foron, le sceptique. Et vous n'êtes pas sceptique parce que vous avez tout de suite su ce que vous vouliez, Marion Poitvin. Moi, je savais que dès la 4e, j'adorais faire de l'escalade. J'ai eu l'occasion de faire de l'escalade avec le collège. Il y avait une classe de sport les mercredis, les vendredis après-midi. Et j'aimais bien le fait de pouvoir être dehors. Je faisais déjà de la danse et l'escalade, c'est le fait de faire un peu de la danse sur le rocher en extérieur, jamais être dehors. Et je savais que je voulais être dehors. Voilà, je voulais passer ma vie dehors et plus particulièrement dans les montagnes. Voilà, c'était pas une grosse escalade à l'époque, je suppose. En 4e? Oui. Oh bah si, quand même. En tout cas, quand on est en 4e, on en a toujours des souvenirs un petit peu impressionnants. Si les montagnes, elles sont plus grandes que quand on est adulte après. Oui, ben, en même temps, ce sont des sports qu'on peut pratiquer à la montagne. L'escalade, on ne peut pas le faire ailleurs, au bord de la mer ou en ville. Aussi, maintenant, il y a des salles d'escalade vraiment partout en France. Ça, c'est largement démocratisé. Et vous aviez à l'époque d'autres passions, parce que vous faisiez du canoë-kayak, vous faisiez de la randonnée, plein de choses. Oui, mes parents étaient hyper sportifs. Maman était monitrice de canoë-kayak. Mon papa était moniteur de plein air, ça n'existe plus, mais oui. Il pouvait enseigner la spéléologie, le deltaplane, le parapente, la voile, le ski et l'escalade, je sais plus si je l'ai dit. Enfin bon, bref, en tout cas, pendant les vacances, ils étaient tous les deux profs. Avec mon frère cadet de 1 an, on a vraiment fait tous les sports de nature possibles et c'était vraiment chouette. Voilà. Vous deviez vous appeler Diane et pas Marion au départ.
Diane la chasseresse, ouais, Oui. tout un programme. C'est maman qui avait imaginé ce prénom. Ma maman, elle voulait pas. Elle aurait préféré avoir un garçon parce qu'elle avait trouvé qu'être une femme, en tout cas professionnellement, dans les années 80. Ma maman, elle est née en 1960. Elle avait trouvé que c'était plus difficile. Elle aimait beaucoup le sport. Elle aurait aimé travailler dans le sport et c'était encore compliqué à cette époque-là. Bon, finalement, quand je suis arrivée, elle s'est bien faite à l'idée. Elle m'a quand même mis des petites robes et elle m'a pas élevée comme un garçon. Mais par contre, j'étais comme un garçon dans le sens que quand je partais faire du sport avec mon frère et avec mes parents, il n'y avait pas d'excuse d'être une petite fille, d'avoir plus froid, plus faim, plus peur, d'être plus fatiguée. C'était pas une excuse et il fallait avancer, quoi. Il fallait arriver à les suivre parce qu'en plus ils aimaient bien la compétition, mes parents. Voilà. Alors effectivement, votre père, je crois, vous a initié à l'alpinisme avec les élèves du collège, mais autant il passait des choses à d'autres, autant à vous, il vous passait rien, Marion Poitvin. C'est un peu ça. Disons qu'il aimait pas. Il était pas très patient. Alors fallait marcher à sa vitesse, sinon ça le fatiguait de ralentir. Il aimait pas trop. Il aimait pas non plus trop l'alpinisme. En fait, il fallait que j'insiste beaucoup pour qu'il m'emmène, parce qu'il trouvait ça laborieux. L'alpinisme, il faut souvent se lever à 2h, 4h du matin pour pouvoir marcher quand la neige est encore gelée sur les glaciers. Il faut porter des gros sacs avec tout le matériel et ça fait des journées de 12h, 14h, parfois 24h. Et il trouvait ça un peu laborieux. Lui, il préférait le parapente. Alors vous racontez dans ce livre, Marion Poitvin, dans Briser le plafond de glace, une scène où vous êtes au sommet d'un champ de bosse, vous n'avez pas de technique mais il faut descendre. J'avais pas le choix. De toute façon, mon papa, il était déjà en bas en train de m'attendre. Il m'a donné un conseil vraiment judicieux avant de partir. Il m'a dit, tu plantes le bâton au sommet de la bosse, tu tournes autour, tu verras, ça ira bien. Bon, là, j'ai 8 ans, les bosses, j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes que moi et il faut y aller, mais ça me plaît, j'adore ces challenges physiques. Et le ski, vous l'avez appris comme ça, sans technique, mais en passant partout. Bon, exactement, à l'arrache, quoi, comme on dirait. Mon papa était moniteur, mais comme il avait fait ce diplôme de plein air, on va dire que la pédagogie était un petit peu accélérée. Voilà, c'était, je l'appelle un peu sa pédagogie marche ou crève, c'est-à-dire que il faut le suivre coûte que coûte parce que de toute façon il va pas nous attendre. Mais moi ça m'allait bien, j'aimais bien ce challenge. Oui, et avec un matériel de fortune parce que vous n'aviez pas forcément le matériel le plus performant. Ah non, il avait décrété que si tu peux skier avec des mauvais skis, tu pourras skier avec des grands skis. Donc il m'a acheté que des skis d'occasion à la bourse ski et puis de toute façon fallait changer tous les ans, fallait pas que ça coûte cher. Mais d'un autre côté, ces sacrifices, ça nous permettait de pouvoir habiter en Haute-Savoie, qui financièrement est quand même une région assez chère et de plus en plus chère, et nous permettait de pouvoir pratiquer tous ces sports. Voilà, donc on rognait sur pas mal de choses, on faisait attention, mais d'un autre côté, on avait la chance de pouvoir profiter. Donc 2h du matin le réveil, et je crois que votre premier glacier, c'est le sommet de la Pointe Isabelle à 3761 mètres. Marion Poitvin. La pointe. C'est impressionnant. L'altitude, il ne faut pas trop s'y attarder, c'est des chiffres. Si on prend la benne, à Chamonix, on arrive à 3800 mètres seulement avec un télécabine. Ouais. Et là, c'est différent. Mais c'est plus que là, c'était loin, il fallait monter des échelles très raides pour aller dormir au refuge, il fallait se lever très tôt, marcher à la pleine lune, c'était vraiment une expérience fabuleuse. Et la Pointe Isabelle, ça fait référence à Miss Isabella Stratton, qui a été la première à faire l'ascension de ce versant en 1875. On n'imagine pas aujourd'hui que des femmes ont fait des ascensions de ce genre. Il y a toujours eu des femmes en montagne, même depuis la création du club alpin français dans les années 1870, parce que Georges Sand était à l'origine de la création du club alpin. Ouais. Et à savoir que le club alpin français était le seul qui acceptait les femmes dès sa création, ce qui n'était pas le cas du club alpin italien ou suisse, ou encore moins du Alpine Club, le club alpin britannique. Donc toujours eu des femmes, ouais. Alors, vous aimez le sport, Marion Poitvin, mais il y a les sacrifices, notamment il y a la douleur lorsqu'il faut redescendre à Chamonix, qu'on est en haut, et là, quelquefois, faut finir à pied, c'est pas toujours évident. Oui, j'ai effectivement fini pieds nus pendant cette première longue journée. Mon papa avait choisi une course, évidemment, pas des plus faciles pour démarrer, et j'avais des chaussures à l'époque, ça s'appelait des Koflak, c'est des espèces de chaussures de ski faites pour la marche, mais alors du coup, ça reste quand même plus des chaussures de ski que des chaussures de marche, ça faisait très mal aux pieds. Alors, il y a eu aussi, en 20 ans d'escalade, vous êtes tombé une fois, une des premières fois. Vous avez fait une chute de 8 mètres qui aurait pu se terminer tragiquement. Ouais, tout à fait. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis précipitée, il faisait nuit, je voulais en finir et j'ai glissé. Et je suis partie avec un petit caillou et je me suis arrêtée sur une petite vire avant de faire le grand saut et ça m'a bien remis les idées en place. À ce moment-là, j'ai 18 ans. À 18 ans, on croit qu'on est invincible et là, j'ai compris que c'était pas le cas. Vous avez eu peur de tomber parce que vous étiez très haut là. J'aurais pu me faire bien plus mal. Ouais. Je me suis juste fait un gros bleu sur la cuisse et ça m'a rappelé qu'il fallait rester quand même très humble en montagne et que ça pouvait arriver très vite. Et qu'il faut vérifier chaque chose avant de faire le moindre effort. Oui, tout à fait, ouais. Et ça, c'est une chose de base et on peut l'oublier de temps en temps.
Grisé par la réussite de la voie, par les différentes réussites de plusieurs ascensions, et puis aussi, je pense, par l'âge, parce que c'est vrai qu'encore une fois, à 16-18 ans, on a toute la vie devant soi et on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, les accidents de la vie. Et du coup, j'avais oublié ces règles de base, mais on m'a bien rappelé à l'ordre. Alors, il y a quelqu'un que vous avez beaucoup lu aussi, qui est un grimpeur, un alpiniste suisse qui a ouvert des voies d'escalade, c'est Michel Piola. Alors, j'ai pas lu ses livres à proprement parler parce qu'il en a pas tellement écrit, mais j'ai lu ses topos. Oui. Donc les topos, c'est des livres où il dessine les voies qu'il a ouvertes et il les raconte, et ça permet ensuite de pouvoir nous aller les répéter et parcourir ses itinéraires. Et du coup, il a des livres entiers il a fait tout le massif du Mont Blanc, toutes les Aravis dans le monde entier. Il a ouvert des voies et j'aimais bien m'endormir le soir avec ce genre de lecture. C'est pas vraiment des lectures parce que c'est des dessins avec des noms de voies. Voilà, ça me faisait rêver. Il a ouvert, Michel Piola, plus de 1500 voies. Qu'est-ce que c'est ouvrir une voie, Marion Poitvin? Ouvrir une voie, ça veut dire qu'on arrive au pied de la paroi et on imagine une ligne, on pourrait grimper, et ensuite il faut la préparer pour que derrière il y ait des gens qui puissent la répéter, c'est-à-dire installer des spits. Donc avec une perceuse, on va faire un trou dans le rocher pour qu'ensuite les suivants puissent s'assurer et puissent la grimper facilement. Ça permet ensuite justement de découvrir d'autres paysages, mais c'est très difficile d'ouvrir une voie, on peut se planter. Oui, on peut se planter, après c'est pas très grave, on peut enlever les points qu'on a mis et puis les mettre à côté. Moi j'ai jamais ouvert, j'ai peut-être ouvert 2 voies, mais c'est pas tellement ma terrain de prédilection. Vous avez fait d'autres choses, on va en parler avec une autre date, le 2 novembre 2008. A tout de suite sur Sud Radio avec Marion Poitvin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, mon invité Marion Poitvin. Vous publiez Briser le plafond de glace aux éditions Paulsen. Alors, vous êtes une passionnée d'alpinisme, on en a parlé au début, et vous avez réussi des performances incroyables. Et le 2 novembre 2008, vous êtes entrée dans l'armée, ce qui n'était pas évident pour une femme, même quand on aime l'alpinisme. C'était pas évident pour moi tout court, j'ai vu, parce que je me faisais une image de l'armée assez sévère et assez exigeante. Et puis, il y a eu cette opportunité de rejoindre le groupe militaire de haute montagne. C'est le groupe d'élite de l'armée française en matière d'alpinisme. C'est une dizaine de chasseurs alpins alpinistes qui vont dans le monde entier pour faire des expéditions, gravir des sommets. Et du coup, je me suis dit que là, quand même, c'était une opportunité incroyable qui ne pouvait exister et qui n'existe d'ailleurs qu'à l'armée. Voilà. Donc vous avez entendu parler de ce groupe et vous avez dit je vais postuler. Si, facilement quand même. Oui. Disons que c'est le commandant, il s'est dit, le GMHM a été créé dans les années 80 et depuis il n'y avait pas encore une femme. Donc en 2008, le commandant Thomas Faucheur, il s'est dit après tout, pourquoi pas prendre une femme, parce que à ce moment-là, il y a l'équipe nationale d'alpinisme féminine, donc c'est la première équipe nationale de haut niveau en alpinisme pour les femmes qui venaient d'être créées, et j'en faisais partie. Et il s'est dit, là, c'est un peu l'occasion de donner une place aux femmes, et il a proposé à toutes les filles de postuler. Alors, il y en a une qui est quand même allée voir, Karine Ruby, qui s'est renseignée et qui finalement n'était pas très intéressée. Et puis, moi, je n'osais pas postuler, mais c'est Karine qui m'a largement motivée en me disant, toi, tu veux faire de l'alpinisme, là, il cherche une femme. Moi, j'étais persuadée que j'avais pas le niveau, que je serais jamais prise, que ce serait dur l'armée, que ce serait un milieu exigeant. Et puis finalement, non, ils m'ont donné ma chance, ils ont vu le potentiel et c'était parti. Et ça vous a donné une rigueur supplémentaire d'être dans l'armée, mais dans l'armée d'alpinisme? En matière d'alpinisme, en tout cas, ça m'a permis de vraiment progresser très fort parce que du jour au lendemain, j'étais alpiniste professionnel. Donc là, j'étais payée. Avant, je travaillais en montée mécanique, au téléski, j'étais maîtrise escalade. Enfin, c'était difficile, on va dire, de boucler les fins de mois, très difficile. Et puis là, tout à coup, du lundi au vendredi, mon job, c'était d'aller grimper, partir en expédition. Donc là, j'ai surtout appris en alpinisme la sécurité, le haut niveau et la technique. Après, on côtoie pas tellement la vraie armée, j'ai envie de dire, quand on est GMHM, on la représente, on fait quelques défilés, mais on marche pas souvent au pas, quoi. Il y a le défilé du 14 juillet à la montagne. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est après, quand je suis devenue instructeur montagne. Au bout de 3 ans, j'ai quitté le groupe militaire de haute montagne et je suis devenue instructeur montagne à l'école militaire haute montagne. Depuis 1930, il n'y avait jamais eu de femme. Moi, je suis arrivée en 2012. Et là, j'ai un peu plus intégré vraiment les chasseurs alpins avec sa rigueur, ses horaires exigeants. Au début, c'était rendez-vous 8h. Moi, j'arrivais à 8h. On m'a dit non, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Et tu viens à 8h moins 10. Reçu. Donc la fois d'après, j'étais là à 8h moins 10 en tenue. Il fallait faire très attention à sa tenue. Il fallait être habillé tout en noir, pas de couleur. Et puis surtout, il fallait être là pour les défilés. Et c'est quoi ce défilé du 14 juillet? Ça, c'était un moment où, au début, ils m'ont dit, toi, tu peux pas faire le défilé parce que comme t'as pas vraiment fait tes classes, t'étais au GMHM, t'es pas une vraie militaire. Et je leur ai dit, quand même,
mettre le pied gauche quand la caisse claire elle résonne. Je pense que c'est pas très compliqué. J'aimerais vraiment faire ce défilé et reprendre la Enfin, je prenais ça vraiment comme un honneur de pouvoir défiler dans les rues de Chamonix à 14 juillet. En plus, on a des belles tenues, les chasseurs alpins, on a des grandes tartes, là, des grands bérets qu'on appelle des tartes. Et à ce jour-là, on se met tout en blanc. On a des pantacours là qu'on appelle des knickers qu'on met tout en blanc et des grandes chaussettes. Enfin, voilà, je trouve que c'est un beau moment. Et puis, moi, j'aimais bien ce côté de l'armée, de mémoire, de commémoration et puis d'hommage. Je trouve que c'est des valeurs qui sont importantes et qui sont bien entretenues dans l'armée. En revanche, on vous a reproché, Marion Poitevin, de porter un insigne. Ah ouais, alors comme j'étais instructeur montagne et j'avais été au GMHM, j'avais le droit de garder mon pins du groupe militaire de haute montagne, mais ça perturbait. Il y a en général à un moment qui est une sorte de revue des troupes qui vient nous voir et qui est un peu étonné de voir une femme avec l'insigne du GMHM. Étonné, mais rien de plus. Mais du coup, mes supérieurs hiérarchiques à ce moment-là, ils me demandent de le retirer parce que ils me disent que ça fait bizarre sur moi, mais non, j'ai tout à fait le droit de l'avoir. Il a fallu que j'insiste pour avoir le droit de le garder. Sinon, sur mon uniforme, vu que j'ai pas fait d'opération extérieure, j'avais aucune reconnaissance. Bon voilà, c'était comme si je venais d'arriver alors que j'avais les meilleurs diplômes de montagne, j'étais monitrice d'escalade et guide de haute montagne, donc je trouvais ça pas très correct. Il a fallu se bagarrer pour garder ces reconnaissances. Ouais. Alors ça veut dire aussi, comme vous êtes une femme, et faire de la haute montagne avec des militaires, c'est avec des hommes. C'était pas évident au début parce que vous étiez la seule femme, Marion Poitevin. Alors ouais, c'était que des hommes, mais après déjà l'alpinisme en général, j'avais appris qu'avec des hommes, avec quelques rares copines avec qui grimper, mais c'était souvent de toute façon que des hommes. Et ça me dérangeait pas plus que ça. Non, ils étaient très sympas. Après, le fait d'être qu'avec des hommes, c'est vrai que même s'ils sont tous adorables, t'es toujours un petit peu plus seul. Parce qu'à l'école, les garçons, ils jouent plus avec les garçons, les filles avec les filles. Et puis, quand on est à l'âge adulte, c'est un petit peu pareil, quoi, finalement. Et donc, du coup, même s'ils étaient très sympas, il y avait une super ambiance, je me sentais toujours un petit peu plus seule. Voilà. Et surtout qu'au départ, certains vous ont dit, Marion Poitevin, vous ne seriez jamais alpiniste. Ils m'ont dit ça. Personne ne croyait en votre avenir. Alors c'est vrai qu'au début ils voulaient pas me laisser être instructeur montagne parce qu'ils pensaient que comme j'étais au grade seulement de caporal-chef, donc un petit grade, un grade de militaire du rang, et qu'ensuite j'allais être amenée à amener des sous-officiers et ensuite parfois des officiers en montagne, ils avaient peur que j'arrive pas à me faire respecter par les stagiaires. Qu'en tant que femme et jeune, j'avais 25 ans, j'ai du mal à m'affirmer en montagne. Et en fait, donc ils voulaient pas me faire un contrat. Mais le truc c'est qu'ils étaient obligés parce que l'armée m'avait financé mes diplômes de guide de haute montagne, donc ils étaient obligés de me garder. Et il s'avère qu'en fait, les chasseurs alpins, enfin les militaires en général, je pense c'est des très bons stagiaires parce qu'ils sont formatés à obéir, très habitués. J'ai eu aucun souci d'autorité avec ces stagiaires-là. Et puis la sécurité en montagne, c'est moi qui m'y connaissais, ils me faisaient confiance, les stagiaires. Et il y a eu, je crois, un championnat de France militaire d'escalade que vous avez gagné. Ça a été à votre honneur, Marion Poitevin. Une fois, je l'ai gagné chez les femmes. Et puis l'année d'après, ils se sont dit, tiens, pour le show, est-ce que tu veux pas faire la voix des hommes? Et puis j'ai fait la voix des hommes. Donc j'étais première ex aequo jusqu'au moment où on fasse la voix pour départager. À ce moment-là, j'ai fini 3e. Mais la petite anecdote, c'est surtout que la dernière année, ils m'ont dit, ils ont fait en sorte de pas m'inscrire à la compétition en me disant que de toute façon, je gagne à chaque fois. Ça sert à rien que je participe. Fallait que je laisse la place aux autres. Je pense qu'il y avait un petit peu de jalousie derrière tout ça. Voilà, mais c'est quand même un privilège de gagner autant de choses, non? Vous le mesurez aujourd'hui? Un privilège? Je ne sais pas si l'entraînement, ça est un privilège. C'est une chance, c'est à votre honneur. Par contre, c'est une chance d'avoir eu ces opportunités de rejoindre l'armée dans ces corps d'élite et d'avoir pu progresser autant, d'avoir eu des gens qui m'ont fait confiance. Ça, c'est une chance, oui. Et tout a commencé aux États-Unis, je crois, Marion Poitevin, dans le Colorado. Alors ouais, vraiment la révélation, on va dire qu'à 17 ans, après ma première, mes parents, ils m'inscrivent dans une association, la Student Travel School, STS, et je me retrouve à Boulder, dans le Colorado, c'est un peu la capitale de l'escalade aux États-Unis. Et puis les Américains, ils ont vraiment un état d'esprit un peu plus repousser ses limites, croire en soi, et puis échouer là-bas, c'est réussir parce que ça veut dire que tu as essayé, et ça c'est bien. Et du coup, c'est vrai qu'une fois que j'ai fini mon année aux États-Unis, je suis rentrée en France, j'ai refait ma première, j'ai passé ma terminale avec 1 an de retard du coup par rapport au cursus français. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'avant ça, je voulais faire prof de maths. Les maths, c'était facile. Je me disais, j'aurais les vacances pour faire de la montagne. Mais non, une fois que tu as fini ton États-Unis, tu dis, non, prof de maths, en fait, je sais que je peux le faire. Donc, j'ai pas intérêt à le faire. Je sais que je vais être en montagne. Je vais y aller à fond, je vais m'entraîner à fond, puis je verrai où ça débouchera. Et ça a débouché sur ce parcours. C'est-à-dire qu'il a fallu petit à petit rentrer dans le cercle fermé du monde de la montagne. C'est un cercle assez fermé, Marion Poitevin. C'est un sport très élitiste, ouais. C'est un sport, à la base, c'est un sport déjà que de lords et de ladies. C'était que les Britanniques qui pouvaient se permettre de pratiquer ce sport. Et ensuite, c'était que les bourgeois. Et puis ça s'est peu à peu démocratisé à l'entre-deux-guerres, à la Deuxième Guerre. Mais ça reste quand même un sport cher et privilégié. Il y a beaucoup de techniques à apprendre. C'est long.
Ouais, c'est un sport difficile d'accès. C'est un sport difficile et il y a une femme qui a brillé, écoutez sa voix. Je suis forcément un peu fière. Mais en même temps, tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée, c'est est-ce que je le mérite Catherine vraiment, Destivelle qui a pendant 20 ans parcouru les voies les plus difficiles des Alpes, qui aujourd'hui fait des livres, qui a un nombre de trophées. Je l'ai interviewé un jour, incroyable. Catherine Destivelle, ça reste la référence en alpinisme féminin dans le monde et en France, quoi. Et ça date des années 80 et malheureusement, on voit que là, il y a des plafonds de verre encore épais à briser parce que depuis, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Elle l'a explosé et depuis, il n'y a pas vraiment de femmes qui ont fait des parcours similaires, quoi. Il y a eu des beaux parcours. Il y a Elisabeth Revol qui s'est illustrée en Himalaya, Chantal Mauduit, mais ça date aussi des années 80. Mais sinon, c'est vrai que on attend. Voilà, donc vous avez quand même participé à tout ça. Et vous avez devenu aussi, Marion Poitvin, monitrice d'escalade. À 19 ans, ouais, c'était mon premier métier. C'est quoi, monitrice d'escalade? J'étais à la fac et puis pendant les vacances, j'emmenais les gens faire des via ferrata, faire du canyoning. Du canyoning, c'est descendre des rivières avec une combinaison néoprène et des techniques de corde, des rappels, ou des toboggans ou des sauts, des fois s'il y a beaucoup d'eau. Et puis voilà, j'avais 19 ans et j'avais déjà un métier avec beaucoup de responsabilités d'emmener des groupes dans ces milieux-là. Oui, surtout il y avait des enfants quelquefois dans ces groupes. Ouais, beaucoup, ouais, souvent, ouais. Des enfants en vacances, ouais. Voilà, mais c'est aussi une façon d'initier à ce sport, presque pas encore à l'alpinisme, mais à des sports violents, pas violents, mais de forts. nature, ouais, c'est des sports impressionnants, ouais, c'est des sports outdoor. Mais aujourd'hui, on en voit partout. Vous avez dans les villes des sports de nature qui se pratiquent partout. C'était nouveau à l'époque. À l'époque, les via ferrata, oui, c'était nouveau. Non, il y avait déjà beaucoup de via ferrata, canyoning. Et aujourd'hui, les enfants font des tas de sports de nature qui n'existaient pas voici quelques années. Oh, j'ai pas d'exemple concret là. Oh, moi, j'en ai vu autour de moi, même. Quelques années, c'était combien de temps? Ouais, il y a une dizaine d'années. Il y a des tas de lieux aujourd'hui où, par exemple, on a l'acrobranche, par exemple. Ah oui, d'accord. Oui, par exemple. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être moniteur d'escalade pour l'acrobranche. Il suffit d'avoir un brevet, truc, et puis. Voilà. C'est petit, ouais. Voilà, vous avez fait d'autres choses. Ouais. Et puis, il s'est passé aussi d'autres choses dans votre vie. Il y a une date importante, c'est le 30 novembre 2016. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Marion Poitvin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marion Poitvin. Briser le plafond de glace, votre livre qui est sorti aux éditions Paulsen, on en parle tout au long de cette émission. Et le 30 novembre 2016, j'ai trouvé que vous étiez juré au Festival international du film de montagne d'Autran. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Autran, c'est dans le Vercors, je crois. Et jurer dans un festival du film, c'était tout à fait nouveau pour vous. Ouais, c'était une expérience chouette, ouais, parce que du coup, tu regardes plein de films de montagne et tu dois choisir celui qui te plaît le plus. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films de montagne depuis quelques décennies et que ça passionne les gens beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Ah oui, il y a toujours du monde dans ces festivals. Ouais. Après, du coup, c'est l'occasion de parler du festival Femmes en montagne, parce que là, justement, c'est un festival de films de montagne où on essaye de mettre les femmes en avant, parce que la visibilité des femmes, on a dit qu'il y en a toujours eu en montagne, mais elles ont souvent été invisibilisées. Et dans les films aussi, aujourd'hui, si on regarde un film avec un œil un peu attentif, et ben on n'en voit quand même pas tant que ça. Le festival Femmes en montagne, voilà, il est intéressant. Qui a lieu quand et où? C'est sur Annecy et c'est en novembre. Voilà, ben on le sait maintenant. Et heureusement que vous nous informez, parce que finalement, on le sait assez peu de choses sur la montagne. Les journalistes, bon, c'est tellement haut qu'ils en parlent pas tellement. Oh bah oui, après, c'est normal. Puis c'est un petit milieu. Les Alpes, ça concerne pas grand-chose. Je crois qu'il y a seulement 5 ou 8% des gens qui partent en vacances au ski. Hein. Donc, sans rancune. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu quand même des fictions sur la montagne, dont celle-ci. Je ne sais pas si vous avez vu La Voix Jackson, qui est un film de Gérard Herzog, le frère de Maurice Herzog. Il avait écrit un roman et il a fait avec Guy Marchand et avec Marie-Josée Neuville, qui avait été chanteuse dans les années 50, un film avec des équipes rivales qui se retrouvent justement en montagne et chaque cordée tente de semer l'autre. Vous connaissez ce film? Non, j'ai pas vu, non. C'est un film étonnant et c'est le premier film sur l'histoire sur la montagne qui est une fiction. Et c'est vrai que les cordées rivales, bon, ça marche dans une fiction mais pas dans la réalité. Aussi. Il y en a aussi? Oh, si, ça touche tout le monde, la compétition. Et vous avez eu des combats de cordées comme ça, des rivalités qui existaient? Oh bah disons que, en fait, il n'y a pas de compétition à proprement parler en alpinisme, mais après l'homme est fait, je pense, de telle façon, quand même avec un grand H, qu'on a besoin de reconnaissance et de déterminer les meilleurs. Donc la seule compétition qui existe plus ou moins aujourd'hui, c'est le Piolet d'or, qui va récompenser les meilleures ascensions dans le monde.
sur une année. Alors, il y a une chose importante, quand on fait de l'alpinisme, il y a un risque, et vous dites dans votre livre, Marion Poitevin, que vous ne pratiquez pas l'alpinisme pour mourir, mais ça peut arriver au meilleur. Ouais, tout à fait. C'est pas le but de notre sport, c'est pas pour ça qu'on y va, sinon on prendrait des médicaments, ce serait plus vite fait, hein, plutôt que de se donner de la peine à monter tout là-haut et de redescendre. Mais effectivement, ça frappe, on en parle beaucoup dans le livre. Oui, parce que justement, vous avez vu disparaître des amis, quelquefois, ils n'auraient même pas dû tomber. Non, ils n'auraient pas dû, ils avaient carrément l'expérience et le niveau pour aller dans ces voies-là. Mais après, au cours de ces enterrements, de ces expériences aussi, ça permet de prendre un peu de distance face à la mort, de dédramatiser tout ça. Et c'est aussi des expériences de vie intéressantes, finalement. Et on pense à la mort lorsqu'on se retrouve au sommet, qu'on risque de tomber ? Ah oui, on y pense en fait tout le temps, c'est un instinct de survie, c'est important de toujours avoir un peu peur du vide. Oui. Ça permet de rester en vie. Vous n'avez jamais eu le vertige ? Le vertige, à proprement parler, c'est vraiment une maladie qui handicape la vie de tous les jours. L'appréhension du vide, si, bien sûr, et c'est ce qui tient en vie, parce que si on n'avait pas peur, on ferait n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire que la peur vous permet de rester prudente. Ouais, tout à fait, c'est comme avant de traverser la route, c'est la peur de se faire écraser qui fait qu'on va regarder à gauche et à droite, c'est à peu près le même idée. Et puis l'appel de la montagne, c'est le plus fort. Et par contre, oui, après ce qu'on vit là-haut, c'est vraiment fabuleux. Les paysages sont beaux, l'effort physique, il est intense, il est exigeant, et à la fin, on se sent bien, comme après une bonne séance de sport. Et sauf que là, c'est des séances de sport qui durent 10-12 heures, ça dépend, voire plus. Et il faut tenir le choc. Il faut tenir le choc, mais c'est un bon challenge physique, et ça, c'est agréable. Et parmi les performances que vous avez réalisées, ou les escalades, Marion Poitevin, il y a l'aiguille verte par les Grands Montets. C'était votre premier 4000, je crois. Oui, ça c'était chouette parce que comme toutes les premières fois, peut-être, en tout cas c'était une belle aventure, ouais, parce que j'étais avec un compagnon, Thomas, qui est décédé depuis, et on n'avait peut-être pas tout à fait le niveau pour aller dans ces grandes voies, mais lui il y croyait, il avait beaucoup d'énergie, et puis il m'a fait confiance et on s'est balancé dans cette grande voie et c'était vraiment un beau challenge. C'est quoi avoir le niveau, Marion Poitevin ? C'est avoir le niveau technique, savoir qu'on est capable d'encaisser le dénivelé qui est écrit sur la carte, et puis le niveau technique en escalade. Et ça demande des années de travail ? Oui, ça c'est de l'entraînement, c'est de la préparation. Ouais. Pour devenir guide de haute montagne, donc c'est le diplôme pour avoir le droit d'emmener des gens marcher sur les glaciers contre mes rémunérations, faire le Mont Blanc, ce genre de choses. Il faut compter entre 3 et 5 ans de préparation avant de rentrer en formation, et ensuite la formation elle dure 4 ans et demi, 5 ans. D'ailleurs, au début, vous avez eu 2 ans de préparation alors que vous vouliez escalader tout de suite. Les premières fois. Je crois que lorsque vous étiez jeune, vous avez dit mais je veux tout de suite monter, et il y avait une école obligatoire. Effectivement, je suis allée au club alpin français, j'avais 14 ans, parce que c'est dans ce genre de club où on apprend l'alpinisme, et il y avait un monsieur qui m'a accueilli d'un certain âge, je ne serais pas capable de dire l'âge qu'il avait, mais qui m'a dit oui, avant de faire l'alpinisme, il faut faire la randonnée, après tu peux faire l'orientation. Je trouvais ça trop long, moi je voulais aller faire de l'alpinisme tout de suite. L'alpinisme, c'est la technique qu'on utilise pour grimper les Alpes. On marche sur les glaciers, on utilise la corde, etc. Et justement, la corde, c'est aussi quelque chose de très important, parce que vous avez eu avec votre père des cordes qui étaient pas toujours les meilleures, et petit à petit, vous avez eu un matériel de plus en plus performant. Ah oui, mon papa, il est très économe, on l'a dit. Hein. Et du coup, la corde, elle faisait longtemps, mais à la fin, elle était un petit peu abîmée. Et puis, oui, au fur et à mesure de mes progressions, j'ai eu la chance d'être sponsorisée quand j'étais à l'équipe nationale d'alpinisme féminine, et ensuite par l'armée. Parce que les chaussures, c'est très important. Par exemple, vous avez eu de vieilles chaussures qui vous ont fait perdre d'ailleurs des compétitions. Et ensuite, vous avez eu des chaussures nouvelles pour justement tenir le choc et gagner. Ouais, le matériel, c'est hyper important. Et c'est vrai que là, je me suis mis des barrières mentales pendant longtemps. Je m'interdisais d'avoir du bon matériel en me disant j'aurais le droit d'avoir du bon matériel quand je serai forte. Mais en fait, j'avais pas compris que les gars, ils étaient forts parce qu'ils avaient du bon matériel. En fait, c'était l'inverse. Et ça, on ne se rend pas compte, parce qu'en plus, il faut de l'argent pour ça, ça coûte cher. Ouais, c'est un petit budget, ouais. Alors, il y a aussi l'inquiétude. Alors, je crois que votre mère ne s'inquiète plus depuis longtemps, parce que tout est possible. Maman, elle s'inquiétait de savoir quand je partais en montagne. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Moi, j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 20 ans. Et du coup, une fois, elle a eu très peur parce qu'il y a eu l'orage sur les montagnes et elle pensait qu'on était encore dans la montagne. Et en fait, j'étais redescendue avec mon compagnon parce qu'on voyait bien que c'était dangereux. Et donc après, elle a mis en place cette tactique, c'est-à-dire qu'elle voulait bien que je lui raconte où j'étais allée, mais pas où j'allais. Comme ça, elle était moins peur. Voilà. Mais d'ailleurs, le téléphone portable, quelquefois, ne marche pas en montagne. Il faut des radios. Il faut des radios, ouais. Mais bon, après, déjà, si on a le téléphone, on couvre quand même une bonne partie, ouais.
Et je crois qu'un jour, d'ailleurs, vous avez vu au-dessus de vous un hélicoptère de secourisme qui vous cherchait alors que tout allait bien. On pensait qu'ils nous cherchaient, mais finalement, on ne saura jamais. En tout cas, ils tournaient alors qu'on était en retard et il aurait été possible que nos parents s'inquiètent. Mais ils se sont même pas inquiétés, ils ne savaient pas où on était. Alors, il y a eu des escalades étonnantes. Il y en a une à Islamabad, Marion Poitvin. En Iran, oui, on est parti ça, c'est extraordinaire. Dans le désert pour grimper. Ça, je ne savais même pas qu'on pouvait grimper dans le désert en Iran. En Iran, il y a le Damavand, là, qui a un sommet de 4000 mètres, oui. 5000 mètres. Donc, c'est un volcan qui est juste au-dessus de la ville. Mais c'est pas un pays facile aussi pour lorsqu'on arrive là-bas, il y a des tas de contraintes, non? Là, on était dans le cadre d'un festival, donc on était accueillis par la fédération de montagne iranienne, on était bien encadrés, bien accueillis, mais c'est sûr que là-bas, si t'es une femme, tu peux pas te promener sans le voile. Voilà, c'était une expérience très intéressante que d'être obligé de mettre un voile sur les cheveux pendant 2 semaines. Oui, mais escalader avec un voile, c'est pas compliqué? Alors, une fois que tu es dehors, sorti de la ville, tu as le droit d'enlever ton voile et de mettre ton casque de montagne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont adhérentes à la Fédération de montagne, parce que quand elles sont là-haut, elles n'ont pas ces règles-là, elles sont moins contraintes que quand elles sont en ville. Et je pense que c'est la même chose pour nous, d'ailleurs. C'est pour ça que j'aimais bien être là-haut, moi. Même si en France, évidemment, c'est pas les mêmes contraintes, mais... Non, puis là-bas, c'est différent. Je crois que vous aviez des porteurs qui vous donnaient des biscuits et qui, le soir, vous chantaient des chansons. Ah oui, pardon, là, moi, j'étais en Iran. Je pensais que vous me parliez d'un voyage en Iran. Non, là, vous êtes au Pakistan, oui. Ah oui, pardon, je me suis embrouillée. Non, mais l'Iran, on allait en parler, donc c'est fait. Ah bon, voilà. Le Pakistan, là, il y a l'Himalaya. Ça fait frontière avec la Chine. Ouais. C'est des grosses montagnes. Mais donc là, non, on n'est pas obligé de porter le voile. Mais c'est vrai qu'on est dans des sociétés ultra masculines. Pour aller voir les femmes, ils sont obligés d'aller chez les gens et de rentrer dans la cuisine. Alors, ce qui est sympa quand on est une femme européenne, c'est qu'on a un statut androgyne. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment des femmes, parce qu'on n'est pas de toute façon pas musulmane, on est de toute façon impur. Et donc, on peut discuter, parlementer avec les hommes, faire des affaires avec les hommes et faire des montagnes. Mais à la fois, on a quand même le droit d'aller parler avec les femmes et d'aller dans leur cuisine et découvrir leur quotidien. Mais elles parlent pas du tout anglais, mais on peut quand même échanger et les rencontrer. Et il n'y a pas beaucoup de femmes alpinistes dans ces pays-là? Non, il n'y en a pas beaucoup, non. Non, on les voit pas, elles sont dans les cuisines. Mais voilà, mais on n'a pas peur de se retrouver la seule femme dans ces pays-là ensuite? Alors, la fois où on est là au Pakistan, on était pour le coup, c'était une expédition avec l'équipe nationale d'alpinisme féminine, on était 6 femmes, plus 2 guides qui nous encadraient. Donc, et puis ça dépend vraiment, il y a des périodes où les talibans ils font des avancées et ils mettent plus la pression. Puis là, c'était une période qui était vraiment très calme. On pouvait vraiment se balader les cheveux au vent, avec des manches longues, on va pas mettre une mini-jupe non plus, mais les cheveux au vent et puis faire du stop pour aller visiter la ville de Skardouf. C'était vraiment une ambiance très relaxe à ce moment-là. Et ce que vous expliquez dans ce livre, Marion Poitvin, c'est que le corps doit s'habituer petit à petit lorsqu'on monte à 7000 ou 8000 mètres. Alors c'est vrai qu'on a fait une ascension avec le GMHM, on est monté à 7150 mètres d'altitude en Inde, donc dans l'Himalaya, et puis c'est intéressant de voir son corps qui change et qui s'adapte. Par exemple, quand on est acclimaté, on fabrique plus de globules rouges, le sang il est plus épais, et si on se coupe, il est plus noir, et on va pas saigner de la même façon, et ça prend à peu près 6 semaines pour bien s'acclimater et monter en altitude. 6 semaines pendant lesquelles on monte petit à petit. Ouais, on monte, on redescend, on se repose, on remonte, on attend le créneau météo, on joue aux cartes, on mange, on se repose, on repart. Ouais, c'est long. C'est un sport de patience, l'Himalaya. Et puis, il y a le froid, parce que vous avez été sur l'Arctique, dans le Grand Nord. Ouais. Dans le cercle arctique et puis aussi en Antarctique, mais ça on n'en parle pas dans le livre. Mais oui, on a fait une expédition avec 3 copines. On allait marcher sur la banquise dans le cercle polaire, là au nord, tout au nord du Canada, chez les Inuits. Et on allait contre les parois, et entre les parois il y avait des couloirs, donc on faisait du ski de pentraide pendant 25 jours en autonomie. Il faisait -30 et avec un petit biseaulet, la température ressentie devait faire -50 certains jours. Et comment on tient? On a froid. Voilà. Et il y a aussi des ours blancs. Ouais, heureusement, on n'en a pas vu, mais on avait un fusil au cas où. Mais ouais, il y a des ours blancs et surtout qu'en plus, dans les fjords, c'est les femelles avec leurs petits qui traînent et les mâles, ils sont plutôt sur la grande mer. Et les femelles avec les petits, il paraît que c'est le plus virulente. Mais heureusement, on n'en a pas vu. Je sais pas trop comment on aurait fait. Mais on risque quelquefois de mourir de froid. On peut très bien avoir des engelures, non? On aurait pu avoir des engelures. Après, on avait quand même un téléphone satellite. Et si vraiment on était dans l'embarras, grosse blessure ou quoi que ce soit, on aurait pu appeler les Inuits qui seraient venus nous chercher avec un scooter des neiges. En 8 heures de scooter, ils étaient sur nous. Ils auraient pu nous sauver, ouais. Et il y a une règle très importante quand on fait de la montagne, et vous l'expliquez, Marion Poitvin, c'est qu'il faut rester ensemble. L'esprit de cordée, ce qu'on pourrait appeler ça, ouais, c'est important. Ouais, on peut pas laisser un alpinisme seul. Ça fait à chaque fois beaucoup de
vagues. Quand en Himalaya, l'histoire d'Elisabeth Revol, par exemple, qui a été obligée de redescendre et d'accompagner son compagnon, c'est sûr que ça fait toujours un peu bizarre. Bon, elle était obligée pour sa survie à elle, évidemment. Mais normalement, c'est des choses qu'on Et puis on passe des nuits dans le vide aussi. Des nuits, alors on peut passer des nuits pendues sur une paroi, ouais. On va dormir sur des lits de camp qu'on va pendre dans la paroi, ça s'appelle des portes à ledge. Ledge, ça veut dire vire en anglais, et portable à portable, des petites vires portables qu'on va monter dans la paroi et dormir dessus. Ça, c'est vraiment fun. Ouais, mais enfin, on risque pas de tomber, non? Non, on est toujours accroché, on a le baudrier. Et on dort comme ça dans le vide sans problème. Ouais, exactement. Écoutez, en tout cas, il n'y a pas du vide, mais beaucoup de choses dans ce livre dont on va parler dans quelques instants à travers la date de sa sortie, le 8 septembre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Marion Poitvin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marion Poitvin. On a expliqué tout à l'heure comment vous aviez débuté dans l'alpinisme, votre passion, et vous publiez un livre aux éditions Paulsen, Briser le plafond de glace, avec en sous-titre Une pionnière en alpinisme. Alors, c'est un titre à double sens parce que briser le plafond de glace, c'est à la fois la montagne, mais c'est aussi la vie avec les rapports qu'on a avec les femmes ou avec la femme en général. Oui, ça fait appel au concept de briser le plafond de verre, le glass ceiling qui vient des États-Unis, et c'est ce concept comme quoi il y a un moment dans l'ascension des femmes, que ce soit dans le monde de l'entreprise et là dans le monde de l'alpinisme, ça bloque. Voilà. C'est-à-dire que vous avez voulu faire ce livre aussi par un côté féministe, mais pas un féminisme délirant, c'est vraiment parce que vous estimez que la place de la femme est importante dans le monde de l'alpinisme comme ailleurs. Importante, oui, en tant que femme évidemment. Oui. Je me place un peu peut-être au centre du débat, mais non, j'ai trouvé que le fait d'être une femme, ça rendait les choses parfois plus difficiles. Alors évidemment, c'est toujours dur à prouver, c'est toujours dur à expliquer, c'est tout à fait du ressenti. Et pour prouver ces sensations, il faut regarder les chiffres à plus grande échelle et ce qui se passe dans les autres domaines professionnels. Ce que vous avez regardé aussi? Parce que je me suis bien renseignée, ouais, parce que comme j'étais toute seule, je pouvais pas dire que c'était parce que j'étais une femme, parce que il y avait personne avec qui comparer. Alors j'ai hâte qu'il y ait une deuxième femme qui vienne au groupe militaire de haute montagne pour pouvoir aussi témoigner, et qu'il y ait d'autres femmes qui suivent aussi à l'école militaire de haute montagne ou encore aujourd'hui au secours en montagne. Mais là, ça vient. Au secours en montagne, elles arrivent. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une discrimination, un manque de confiance dans les femmes. Alors au départ, il y a même une discrimination positive parce que j'ai été prise au groupe militaire de haute montagne, en partie parce que j'étais une femme. J'étais la meilleure des femmes à ce moment-là, parmi les meilleures des femmes, et la plus motivée. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout le niveau des meilleurs hommes à l'époque. Déjà à 20 ans, il y a un écart énorme qui se creuse. C'est qu'il y a quand même bien quelque chose qui cloche à mon sens. L'alpinisme, c'est un sport exigeant, c'est un sport physique, mais c'est vraiment un sport où on peut, en tant que femme, physiologiquement, il y a pas de raison. Voire, on se demande si les femmes, elles s'acclimateraient pas mieux en haute altitude parce qu'on a un rythme physiologique un petit peu plus lent. C'est clair qu'en sprint, les hommes ont des fibres courtes, ils seront quand même souvent les plus rapides, mais que dans les efforts longs, on le voit sur les ultra-trails, sur les courses à pied longues en montagne, les femmes, elles ont leur épingle du jeu à tirer. Et l'alpinisme est d'autant plus complexe parce qu'il faut avoir de l'expérience, il faut être présent, au bon moment, il faut de la chance aussi. Et ce que vous vivez dans l'alpinisme peut s'adapter à d'autres métiers, des métiers industriels ou artistiques? Je pense qu'il y a des nombreux parallèles à faire. D'ailleurs, il y a aussi de nombreux autres domaines où les femmes élèvent leur voix, que ce soit dans le cinéma avec le mouvement MeToo ou d'autres domaines où les femmes elles se manifestent, je pense. Oui, mais en restant objectif et en racontant pas n'importe quoi. Raconter n'importe quoi. En tout cas, moi, j'essaye de raconter mon ressenti. Alors, évidemment, il y a peut-être des choses qu'on va peut-être penser fausses, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et que je l'ai vécu. Et ça n'engage que moi, évidemment. Voilà. Alors, vous dites dans ce livre, Marion Poitvin, que votre féminité a été mise à rude épreuve, notamment lorsque vous avez dû gravir le Mont Blanc. Alors, ma féminité, parce que comme je travaillais qu'avec des hommes, et que quand tu es dans un groupe avec des même qui sont, en plus ils étaient sympas, ces gars avec qui je bossais quand j'étais instructeur à l'école militaire de haute montagne, t'as envie de faire partie du groupe, t'as envie d'être l'un des leurs, t'as pas envie d'être seul dans ta chambre parce qu'il faut pas mélanger les filles et les garçons parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et du coup, t'en viens à te bonhomiser, j'utilisais beaucoup ce terme, et à te transformer un peu en homme pour faire partie du groupe. Et c'est vrai que là, je m'y suis un peu perdue. À ce moment-là, j'ai 25 ans, je suis quand même jeune, beaucoup plus jeune que là. J'ai 37 ans. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbé tout ça. C'est-à-dire ? Du coup, on dit des blagues de mec, on s'habille en mec, et on est plus soi-même. Être une femme, c'est pas forcément mettre des boucles d'oreilles, une mini-jupe, c'est un peu plus
voilà, complexe que ça. Une femme, c'est plus profond que ça. Mais en tout cas, c'est certainement pas copié pour pouvoir être intégré à un groupe d'hommes. Voilà, c'est une complémentarité, dirons-nous. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, c'est juste le fait d'être soi-même. En fait, moi, j'aime bien aussi m'habiller. J'aime bien aussi, pas forcément faire des blagues de bonhomme un peu grasses ou sous la ceinture pour faire, faire partie du groupe et faire rigoler les copains. Non, c'était pas moi. Ça me correspondait pas. Et puis, vous expliquez dans ce livre aussi, Marion Poitevin, qu'il y a la drague, même en montagne. On veut vous emmener au 7e ciel et pas seulement au sommet de la montagne. Alors, Cécile Autogali Mezzacavello, qui a écrit une thèse, qui est maîtresse de conférence à Lyon 1, qui a créé un master égalité homme-femme dans les activités physiques et sportives, et qui avait écrit sa thèse sur les femmes et l'alpinisme. Donc, j'ai trouvé que ça me correspondait bien, donc forcément, j'avais jeté un œil. Et elle parle des cordées de séduction, et c'est vrai qu'au moment où j'apprenais l'alpinisme, j'avais besoin d'être emmenée par des gens pour qu'ils m'apprennent. Et clairement, il y avait des hommes, ils voulaient aller avec moi pour me draguer, donc se faire draguer au relais ou dans le refuge. Moi, je venais pas pour ça. Et d'autant plus que c'est des milieux stressants, exigeants, où vraiment il y a notre sécurité qui est mise en jeu et on est plus vulnérable à ce moment-là. Et c'est pas cool de se faire draguer dans ces moments-là. Il y a des moments pour draguer qui sont mieux après la course, après la bière. C'est OK. Et le plafond de verre dont vous parlez, qui vient des États-Unis, parce que l'expression est américaine, et je crois que celle qui a fait un film en France sur le sujet, en s'inspirant de ça, c'est Yamina Benguigui, qu'on a reçu dans Les Clés d'une vie, qui, elle, s'est inquiétée justement du plafond de verre pour les jeunes qu'elle défendait, les jeunes diplômés issus de l'immigration. C'est un peu le même principe, finalement. Ah bah de toute façon, les rapports de domination, de discrimination, que ce soit racial, sexiste ou sociaux, c'est les mêmes modes de fonctionnement. Et vous avez subi ces rapports de discrimination dans votre carrière d'alpiniste ? Alors, c'est plus subtil que ça. C'est jamais, franchement, on te dit, oui, mais tu comprends, t'es une femme, tu peux pas faire, mais c'est plus subtil que ça. Et on se rend compte que, par exemple, au niveau des sponsors, moi, pendant 6 ans, on était 20 athlètes sponsorisés, 20 alpinistes sponsorisés en France. J'étais la seule femme dans une marque française. Pareil, chez une autre marque française, il y avait une dizaine d'athlètes sponsorisés. On était 2 femmes. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un problème. Alors, c'est pas clairement dit, mais c'est plus subtil que ça, et c'est ça qui est compliqué. Et vous évoquez la première équipe nationale d'alpinisme. Il y avait 12 candidates pour 8 places au début. C'était pas beaucoup, et ça a augmenté ensuite. Non, c'était pas vraiment une sélection, c'est sûr. Mais c'est que c'était pas très connu, et que c'était, en fait, quelque part ambitieux en tant que femme de dire, moi, je veux faire de l'alpinisme de haut niveau. Et en plus, c'était à l'époque, encore 2005, là, encore un peu étrange de dire, moi, je veux faire de l'alpinisme entre femmes. Parce qu'on nous disait, pourquoi tu veux pas aller avec les gars, on n'est pas sympa. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'aller entre femmes, c'est, je sais pas, c'est plus fun, c'est les copines, c'est plus simple, c'est différent. Et aujourd'hui, non, par contre, les dernières sélections, il me semble qu'il y avait quand même 35 dossiers pour les 8 places. Donc ça progresse. Mais c'est quand même très difficile parce qu'il faut faire des stages avec des escalades artificielles, passer des nuits en igloo, faire des cascades de glace, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais c'est ça qui est chouette, c'est pour ça qu'on y va. Hein. Vous avez fait partie et vous êtes considéré à cette époque-là comme l'une des meilleures alpinistes du moment. Une ou un d'ailleurs. Non, une des meilleures alpinistes du moment. Non, j'étais loin du niveau des gars. Encore une fois, c'est ce qui questionne. Comment ça se fait qu'il y avait un tel niveau à seulement 20 ans? Comment ça se fait qu'il y a une telle différence de niveau technique entre les hommes et les femmes aux équipes nationales? Et comment vous l'expliquez? À mon avis, c'est les critères, les critères de sport déjà qui démarrent bien avant. C'est-à-dire que bien avant la puberté, en escalade, les voies d'escalade pour les filles sont plus faciles que pour les garçons. Et donc forcément, ça pousse pas à s'entraîner, à aller chercher ses limites plus fort, à aller plus loin. C'est un sport qui doit donc évoluer. Comme tous les autres. Hein. Oui, mais encore plus. Oh non, pas forcément plus. Non. Alors, il faut être très costaud pour exercer cette passion d'alpinisme. Et pour revenir sur le sport évolué, les Coupes du Monde en escalade, il y a toujours eu des primes équivalentes hommes et femmes depuis le début. Donc je pense qu'on est quand même pas le pire. Voilà. Non, alors ce côté costaud, il faut l'avoir et puis l'entretenir parce que les muscles, ça s'entretient. Ah oui, tout à fait. Comme tout le sport, c'est un entraînement exigeant. Oui, en même temps, il faut travailler à côté pour gagner sa vie. Sauf si on a la chance de pouvoir aller au GMHM. Voilà. Ou d'avoir plein de sponsors. Mais si on est une femme, c'est plus difficile. On l'a vu, il y en a très peu qui sont sponsorisés. Et effectivement, vous avez travaillé, vous avez fait on a parlé des petits métiers, notamment vous surveillez les forfaits des skieurs. C'est vraiment des basses tâches pour arriver à s'en sortir au départ avant d'avoir des sponsors. J'ai fini mes études. J'ai fait 2 ans à Grenoble et 1 an en Allemagne. J'étais étudiante Erasmus et j'ai fini ma licence. Voilà, c'était le deal parental. Ensuite, mes parents m'ont dit, tu peux aller à Cham faire tes trucs de montagne. Et j'avais vraiment à cœur d'habiter à Chamonix. C'était à
40 minutes de chez moi, là où j'ai grandi. Mais là où j'ai grandi, c'était les montagnes, mais pas tout à fait. Chamonix, on est vraiment au pied des glaciers, c'est vraiment la Mecque. Mais voilà, pour habiter à Chamonix, la vie, elle est chère et j'ai fait des petits boulots. Je bossais en remontée mécanique et puis je contrôlais les forfaits des gens, c'était pas passionnant. J'étais monitrice d'escalade et c'était vraiment compliqué de boucler les fins de mois. Et après, il y a eu quand même un jour, le 8 septembre 2017, la nouvelle promotion de guide de haute montagne. Et là, c'est un jour important pour vous. Parce que vous devenez guide de montagne et vous êtes devenu secouriste ensuite. Alors, 2014, j'ai fini mon diplôme de guide, mais 2017, je suis formatrice pour les guides. Tout à fait. Je suis déjà professeur à l'ENSA, ils appellent ça, l'école nationale de ski et d'alpinisme. Et ça aussi, c'est rare chez les femmes. Moi, j'étais la 3e professeure à l'ENSA, ouais. Depuis la création du diplôme de guide, qui date d'à peu près la Deuxième Guerre, 47. Comment ça se fait ? Même parce que c'est parce que déjà il n'y avait pas beaucoup de femmes guides. La première femme, elle arrive, Martine Roland, en 1983. Il a fallu 30 ans pour faire les 15 premières femmes guides. Moi, je suis seulement la 17e en 2014. Il a fallu 8 ans pour faire les 15 suivantes, donc ça progresse bien, mais ça fait seulement entre 30 et 35 femmes diplômées aujourd'hui sur 1700 guides actifs. Il y a, je dirais, 20-25 femmes actives seulement de ce diplôme. Ça fait moins de 2% de femmes guides. Donc de là à ce qu'elles deviennent en plus professeurs, non, il n'y en a eu que 3 qui l'avaient fait avant moi. Enfin, et vous essayez que ça s'arrange avec une association que vous présidez, Lead the Climb, qui est une association pour aider les femmes à faire de la haute montagne. Alors c'est un club CAF, on dépend du club alpin français et c'est effectivement un club qui propose des stages de formation à l'autonomie, au leadership dans les sports de montagne entre femmes. C'est important, le mot lead the climb, on a mis un mot anglais parce que leadership, ça se traduit pas très bien en français. Oui. C'est vraiment une notion typiquement anglophone. Et c'est important il y a des femmes en montagne, il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations de montagne. Il y a plein de femmes, mais plus on monte en altitude, ou plus on monte dans la prise de responsabilité, la place de la cordée, et plus elles disparaissent. Donc là, c'est vraiment un moyen de leur donner un espace pour prendre le leadership. Et elles disparaissent parce qu'elles n'osent pas venir, elles n'osent pas monter plus haut, si j'ose dire. C'est 50-50. Hein. Elles n'osent pas, mais on leur tend pas la main non plus. Hein. Mais là encore, il y a beaucoup d'initiatives qui vont en ce sens-là. Aujourd'hui, il y a plus de... À moi, 2005, j'ai fait partie du premier groupe, du deuxième groupe féminin, il y en avait un juste avant, d'alpinisme. Et puis là, aujourd'hui, en 2022, il y en a plus d'une quinzaine. Et puis vous êtes, Marion Poitevin, secouriste de haute montagne. Ça aussi, vous avez hésité parce que ça demande des efforts. Et ça demande des efforts aussi mentaux parce qu'on se retrouve avec des blessés. C'est pas facile. Oui, j'ai appris un petit peu de faire ce métier parce que j'avais pas envie d'aller chercher des gens qui étaient morts en montagne. Et du coup, j'avais pas envie de faire ce métier-là, d'exercer dans le massif du Mont Blanc. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'exerce en Savoie. C'est des massifs qui sont plus grands, je connais moins de monde, il y a moins de chances que j'aille chercher des amis. Et puis, c'est des massifs qui sont quand même moins raides. Il y a moins d'accidents mortels que dans le massif du Mont Blanc. Oui, mais il faut quand même du courage lorsqu'on va chercher un blessé ou un mort. Ouais, mais je pense qu'il en faut autant pour les pompiers qui font les accidents de la route avec des enfants qui sont encastrés dans les carcasses de voitures. Je pense qu'ils font du sacré boulot aussi. Et puis, vous êtes maman depuis quelques années avec une petite fille qui porte un nom indien, un nom du plus haut sommet d'Alaska. Je crois que c'est Denali. Denali. Et ça aussi, c'est une évolution. Peut-être que vous apprenez à votre fille déjà à escalader, elle assurera la relève. Oui, alors après, j'ai pas à cœur qu'elle soit vraiment passionnée d'alpinisme, parce que c'est quand même vraiment un sport dangereux. J'adorerais partager des ascensions avec elle. Mais mon compagnon a aussi besoin d'un joueur de banjo dans son groupe de musique, donc il n'y a pas de souci si elle préfère le banjo. Voilà. Mais en même temps, devenir mère, c'était pas évident. Au début, vous en aviez envie, mais lorsqu'on fait ce genre de sport, c'est une responsabilité supplémentaire. Non, j'ai pas l'impression de devoir prendre moins de risques. J'avais déjà pas envie de mourir par rapport à mes parents, et j'ai toujours pas envie de mourir parce qu'il y a ma fille. Mais non, c'est pas. J'ai pas plus peur en montagne. C'est juste que par contre j'ai moins le temps d'y aller, donc de fait je diminue les risques, mais c'est assez frustrant plutôt. Et voilà. Et briser le plafond de glace, donc qui est le titre de ce livre, c'est pour vous quelque chose d'essentiel. C'est un combat que vous allez continuer à mener. Non, je pense que là, j'ai fait ma part. Oui. Mais j'aimerais beaucoup que d'autres hommes prennent les choses en main et puis donnent l'opportunité à d'autres femmes, comme j'ai eu la chance de les avoir pour pouvoir accéder à ces jobs là qui sont vraiment juste extraordinaires. Voilà. Et un livre extraordinaire aussi où on découvre un univers qu'on ne connaît pas, un univers de courage. Vous êtes une pionnière en alpinisme avec ce livre, vous le racontez, et je suis sûr que ça intéressera beaucoup de celles et ceux qui aiment la montagne et qui aiment aussi prendre des risques et se passionner pour les espaces lointains.
Merci Marion Poitvin. Ce livre s'appelle Briser le plafond de glace. C'est aux éditions Paulsen. Et puis, continuez à escalader de temps en temps pour le plaisir. Hein. Oui, j'arrête pas. Je compte sur vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.